Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de vendredi. Près d'un demi-siècle après sa parution en français, Un Africain au Groenland, récit devenu un classique de la littérature de voyage, paraît enfin en tchèque. Invité du Festival littéraire de Brno, l'écrivain Tété Michel Kpomasí, parti à 16 ans du Togo où il est né en 1941, revient sur cette aventure hors du commun, née d'une rencontre malheureuse avec un python. S'ensuit une chute, puis au cours de sa convalescence, la découverte d'un livre sur l'Arctique et ses autochtones qui va littéralement changer sa vie et le conduit 8 ans durant jusqu'au Groenland. On l'écoute au micro d'Alexis Rosenzweig. Votre livre sort en tchèque presque 50 ans après sa rédaction et sa publication en français. Comment est-ce que vous expliquez que cela parle encore, même à des publics qui ne connaissent pas bien l'Afrique et qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Arctique ? Cette publication du livre est une très bonne nouvelle et je remercie les éditeurs. Je dirais également que c'est un livre que c'est une édition, mais ce sera la 12e édition étrangère de mon livre. La dernière, la 11e était l'édition portugaise, mais il y en a eu d'autres dans presque toutes les langues européennes et en japonais également. Et puis la 13e sera l'édition chinoise qui est actuellement en préparation. Mais l'édition tchèque me tient beaucoup à cœur parce que l'Europe est un vaste continent. Je ne connaissais pas du tout l'Europe centrale et c'est la première fois que je mets les pieds dans cette partie de l'Europe. Et cette édition va, comment dirais-je, faire que, comme on dit en anglais, spelt milk, c'est-à-dire ça va s'étendre et ça me fait chaudement au cœur. Comment est-ce que vous expliquez que votre aventure puisse parler à des lecteurs encore aujourd'hui? Personnellement, je ne le comprends pas. Je n'ai pas fait cette, je dis expédition, si on peut, oui, je peux m'exprimer ainsi. Je ne l'ai pas fait dans un but financier, je ne l'ai pas fait avec des arrière-pensées, mais moi je partais de mon pays pour aller retrouver un peuple que j'ai énormément aimé. Vous savez, quand j'ai lu mon premier livre sur le Groenland, c'est les Esquimaux du Groenland à l'Alaska, après avoir terminé ce livre, il n'y avait qu'un seul son qui résonnait en moi. C'était le son Groenland. Donc ça m'avait complètement empli le corps et oui, je ne me couchais, ne me réveillais qu'en pensant à ce nom-là. Et la preuve, c'est que du Togo au Groenland, j'ai mis 8 ans. Et au cours de ce trajet, des gens, mes employeurs qui étaient satisfaits de moi, ont voulu augmenter mon salaire pour que je reste chez eux, etc. Mais non. Et puis moi-même, je m'étais fixé comme objectif de ne jamais rester plus de 6 mois ou plus d'1 an dans chaque pays. Et dès que j'avais assez d'économies pour aller dans le pays suivant, je partais. Alors évidemment, dans votre histoire, il y a le serpent qui joue un très grand rôle, mais il y a le livre, celui dont vous parlez, de Robert Gessan, si je ne me trompe pas. Le festival ici à Brno est consacré à la littérature groenlandaise. C'est le livre sur lequel vous êtes tombé, mais si aujourd'hui vous aviez un livre, hormis le vôtre peut-être, à conseiller à quelqu'un intéressé par cette région, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez lu récemment qui vous paraît englober la réalité de ce Groenland que vous connaissez? Pour quelqu'un qui serait intéressé par l'Arctique, moi je dirais que cette personne n'aura
pas besoin de mon conseil. Et il y a, si vous passez de Paul-Émile Victor à Jean Mallory, et là je ne parle que de la France, et que vous tombez sur le Danemark avec Knud Rasmussen, Peter Fröken, etc. Vous allez du côté russe, mais écoutez, il ne faut pas être eurocentrique. Et même, il y a des Japonais. Il y a un Japonais qui vit à Tulé aujourd'hui. Ce sont des gens qui aiment passionnément ce pays. Ben oui, chez les écrivains groenlandais, là aussi c'est la même chose. Mais non, je crois que il faut prendre le premier livre groenlandais qui vous tombe sous la main. Le décortiquer, c'est comme, il faut faire comme l'Inuk qui mange son phoque. Rien ne se perd dans l'animal. Rien, absolument rien. La peau est utile parce qu'elle sert à faire des vêtements. La graisse est très utile parce qu'elle sert à nourrir et elle sert également à protéger l'organisme. Les os servent à faire des outils, des harpons. Et rien ne se perd. Donc, je prends la littérature dans ce sens-là. Tout ce que l'homme écrit, tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme publie est absolument utile. Vous êtes retourné à plusieurs reprises au Groenland dont on parle évidemment en ce moment beaucoup dans l'actualité. Est-ce que vous avez l'impression que dans tout ce contexte géopolitique, les Groenlandais eux-mêmes sont oubliés ? C'est toujours le cas. Je ne peux pas répondre à cette question sans penser à l'Afrique. L'Afrique a toujours été oubliée. On a toujours parlé au nom de l'Afrique. Bon, maintenant que les Africains commencent à parler, je crois qu'on commence à découvrir la véritable Afrique. Oui, le Groenland a été oublié, sauf, je dis, par des voyageurs, je ne dirais même pas passionnés, des voyageurs qui sont arrivés à vivre, à faire une immersion totale, à vivre avec les Groenlandais et à observer les enfants grandir. Ceux qui arrivent à ne même plus voir chez la personne qui est en face de lui, qui n'arrive pas à voir la couleur, qui n'arrive pas à savoir si, j'aime cette personne, mais est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est noire? On ne sait plus. On est tellement... Là, on devient des Inuits. On devient des êtres humains. Et c'est là, pour moi, l'essentiel. Aujourd'hui, je reçois des invitations, des emails de Groenlandais qui sont les petits-enfants de mes anciens hôtes. Quel est le sentiment qui domine quand vous retournez au Groenland et les voyages les plus récents? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Ce qui me frappe le plus, c'est toujours la nature. Et ces changements à cause du réchauffement ou la nature telle qu'elle est? Le changement, le réchauffement, tout cela, à mon sens, a un but. Si on ne peut pas l'éviter, ça arrivera. Si on peut l'éviter, mais je crois que ce serait stupide de ne rien faire. Et quand on voit que son enfant est malade et qu'on ne l'amène pas à l'hôpital ou qu'on ne lui donne pas des médicaments, je crois que c'est d'une inconscience impardonnable. Donc, si le climat, si la nature est malade et qu'on le sait, je crois qu'il faut absolument faire le nécessaire. Mais dans ce qui nous dépasse, oui, là. Mais c'est là aussi où on revient à ce que j'appelle l'animisme. L'animisme qui est, chez moi, nous avons le culte des serpents. Ce n'est pas du tout idiot, comme les missionnaires ont pensé et qui ont détruit. Moi, mon grand-père me disait que dans l'ancienne Égypte, les hommes ont adopté le chat parce que le chat montait dans les greniers pour manger les rats, les souris, etc.
Bon, moi, mon grand-père me disait qu'en Afrique, on n'a pas adopté le chat parce que chez nous, ce sont les serpents qui font ce travail. Les serpents montent dans les greniers et puis mangent les souris et les rats. Mais parmi tous ces serpents, le plus gentil, c'est le python. Le python qu'on pouvait caresser, qu'on pouvait porter, qu'on pouvait... Donc, il y a le culte des serpents. Alors, je trouve que ce serait vraiment être fanatique pour ne pas laisser un peuple adorer ce qu'il veut. Il y a donc une raison profonde pour que mes ancêtres, qui n'étaient pas stupides, aient chéri le python à ce point-là. C'est comme... C'est celui qui vous a mordu. Oui. Ben oui, oui. Quand on voit comment une Européenne porter son chat, oui, mais tout le monde sourit. Mais dès qu'on voit l'Africain qui porte son python, oh, on devient horrifié, etc. Mais donc ce regard doit changer. On doit laisser chaque peuple vivre sa propre histoire et ne pas nous imposer quoi que ce soit. À propos de ça, en 1960, votre pays, le Togo, devient indépendant. Vous êtes déjà parti. Comment est-ce que vous l'apprenez et quelle a été votre réaction, si vous vous en souvenez? Ma réaction a été très décevante parce que j'ai quitté le Togo comme pays colonisé et quand je suis revenu 12 ans plus tard dans ce pays indépendant, je ne comprenais pas. On m'a dit que mon pays était indépendant, mais notre langue officielle reste toujours la langue du colonisateur, c'est le français. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris quand vous étiez déjà à l'étranger? Oui, bien sûr, je me souviens de ce moment-là, puisque même avant, mes parents qui luttaient pour l'indépendance n'avaient qu'un mot d'ordre à la bouche, c'est vaudou. Vaudou, protège-nous. Personne n'a appelé Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ était du côté de nos persécuteurs. Et donc, c'était le vaudou. Et quand j'ai appris à travers la presse que le Togo était indépendant, c'est justement pour cela que au Groenland, comme je n'arrivais pas à atteindre Thulé, je me suis dit, bon, mon pays est indépendant, il va falloir que les éducateurs ouvrent les yeux à la jeunesse africaine, et c'est pour cela que j'ai décidé de rentrer. Mais ma déception a été grande, immense, quand j'ai vu que le Groenland que je quittais avait dans les bureaux au Groenland, c'est le Kalaallisut, c'est la langue groenlandaise qu'on parle et qu'on traduit moi-même quand je fais une conférence dans les écoles au Groenland. Tout ce que je dis est présenté en groenlandais avant d'être traduit en danois. Mais chez moi, on fait l'inverse. Et quand j'ai voulu, je suis revenu au Togo en 1969, je suis revenu au Togo et que j'ai voulu publier quelques extraits de mon journal du Groenland et je suis allé au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation de créer un journal et de publier mon article. On m'a dit comme condition, on m'a dit vous ne pouvez pas le faire sans votre baccalauréat. Alors moi qui n'ai été à l'école que pendant 6 ans et qui suis comme un autodidacte, je dis donc je ne veux pas livrer mon expérience à mes compatriotes sans avoir eu le diplôme imposé par le colonisateur. Alors quelle est cette mentalité là? C'est-à-dire que nos présidents devenaient plus colonisateurs que les colonisateurs. Et ça continue aujourd'hui. Si vous allez aux Nations Unies aujourd'hui, le président chinois s'exprime en chinois, le président français parle sa langue, les Britanniques parlent leur langue. Il n'y a que les Africains qui parlent aux Nations Unies, qui parlent la langue des autres. Aucun ne parle la langue de son pays. Mais quelle est cette discrimination? Mais ça va encore plus loin. On nous a, avant, pour que j'aille à l'école, moi, à la maison, on m'appelait Tété. À l'école, on m'a imposé le prénom Michel. Mais aucun blanc ne s'appelle Kofi. Quel est ce racisme? Est-ce que vous êtes un militant actif de l'indépendance groenlandaise aujourd'hui? Vous savez, toute libération
vient de l'intérieur. Et là, ce sont les Groenlandais qui font leur propre lutte. À travers mon livre, ça se voit. Je n'ai été partout qu'un observateur. Jamais un juge, jamais parti pris, etc. Et tout ceci me vient je dirais même de Gustave Flaubert, qui, à travers son style, à travers sa façon de voir le monde, décrit et non pas dicte. Non. Et alors, tous les politiciens, on dit que les paroles s'en vont, les écrits restent. Je dirais, les politiciens passent. Et le peuple reste. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans le récit de votre voyage. Et d'abord, je voudrais revenir sur cette jeune femme qui était sur le bateau avec vous, du Danemark au Groenland, pour votre premier voyage. Est-ce que c'était la première femme inuite que vous rencontriez et comment ça s'est passé entre vous? C'était bien sûr que c'était la première fois que je voyais une Groenlandaise de ma vie. Et ça s'est passé pour moi exactement de la même façon que ça s'est passé quand les enfants groenlandais m'ont vu pour la première fois. C'est cette comment dirais-je, découverte, cette attirance, et je dis dans mon livre que parti pour découvrir, j'étais moi-même une découverte. Et ce contre-regard, c'est immensément, comment dirais-je, inexplicable et en même temps très attrayant. Elle vous a pris pour un diable aussi au début? Non seulement qu'ils m'ont pris pour un diable, je pense qu'il y a toujours ce mélange du bien et du mal, quelque part. On voit quelque chose qui effraie et attire en même temps. Et je pense que oui, je pense que elle aussi, ça devrait être la même. Quand deux personnes se regardent fixement, sans détacher les yeux, c'est que chacun veut aller plus loin que ce qu'il voit, que ce qui est devant lui, que ce qu'il... je cherche quelque chose de plus. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce qu'elle... Moi, quand j'ai quitté le Togo avec l'idée d'aller au Groenland et n'aller qu'au Groenland, et que je faisais mon éducation tout seul, je n'avais pas le temps de m'amuser, etc. Mais quand je suis arrivé au Groenland, en tant qu'Africain, la première fois qu'une fille m'a dit « je t'aime », eh bien ça a été en groenlandais. « Ah, ça va quitte ». « Ah, ça va quitte, je t'aime ». C'est la première fois qu'une fille m'a dit cela. Et ça m'a été dit en esquimau. Vous ne cachez rien dans votre récit, dans votre livre, et les problèmes liés à la colonisation également. Vous racontez comme le bateau sur lequel vous étiez était rempli aussi d'alcool que les Inuits attendaient. Est-ce que ces problèmes, et puis aussi les problèmes de fond dans la société, le taux de suicide très élevé du Groenland, ont été des choses qui vous ont marqué personnellement? Non seulement ça m'a marqué, mais j'ai vu aussi l'influence sournoise de l'Europe. Chez moi, quand j'étais petit, il n'y avait qu'un seul verre dans mon village. Et quand il y avait une fête, il n'y avait qu'une seule personne qui servait à boire à toute la communauté rassemblée sur la place du village. Et il prenait le verre d'une main, le sodabi dans une bouteille de l'autre, remplissait le verre et servait à la personne la plus âgée en premier. Cette personne se levait, prenait son verre et puis il commençait à invoquer les esprits, à invoquer les parents morts récemment. Et à chaque nom, il versait une goutte de boisson par terre. Ça s'appelle la libation. Et quand il a fini d'invoquer tous ces esprits, les divinités et les personnes, il ne restait dans le fond du verre qu'une goutte dont il se mouillait la langue et redonnait le verre au jeune homme qui fait le service, qui remplit à nouveau le verre pour une autre personne, ainsi de suite. Donc, nous, quand
pendant nos fêtes, on était sous, non pas d'alcool, mais de danse et de musique. Ce qui veut dire qu'on ne buvait pas seul de son côté. Je n'ai jamais vu un Européen verser son whisky par terre au nom de ses ancêtres. Et les missionnaires ont été si fanatiques. Ils ont condamné cette pratique. Ils étaient tellement endoctrinés qu'ils n'ont pas su la sagesse qu'il y a derrière cette pratique. Les gouttes d'alcool que nous versons par terre pour nos ancêtres, c'est cette quantité-là qui ne vient pas dans notre estomac. C'est très important, ça. Ils ont été stupides. Et moi, je dis aujourd'hui qu'ils ont été stupides, ils n'ont pas vu ça. Aujourd'hui, au Togo, les jeunes Togolais, au lieu de continuer cette pratique, chacun boit sa bouteille de bière, sa bouteille de whisky dans son coin et devient exactement comme l'Européen. Alors, pourquoi cette destruction? Vous allez au Groenland, c'est ça. Au Groenland, à Okatsut, où j'ai passé mon premier hiver polaire dans ce village, à Noël, tout le village était sous. Je n'ai jamais vu ça chez moi au Togo. Tout un village sous. Et puis, je vais encore plus loin. On dit que le Groenland est un pays sans arbres. Mais, moi, j'y ai vu des arbres. Des sapins. À Noël, c'était inondé de sapins. Après Noël, tous ces sapins étaient jetés dans la rue et ça pollue. C'est ça le christianisme? Merci. Et le désespoir qui pousse tant de jeunes au suicide, vous l'avez perçu dès votre premier séjour? Ah, bien sûr. Si je sais très bien qu'au Togo, il y avait pas de suicide. Mon père avait 8 femmes et nous on était 26 frères et sœurs. Aucun d'entre nous s'est suicidé. Parmi mes cousins, chez mes oncles, etc. Tout cela n'existe pas. Et c'est parce que nous avons une culture et des traditions qui cadrent tout cela. Et que les missionnaires n'ont pas su voir, et que les missionnaires, je dis, ont été tellement endoctrinés qu'ils nous ont détruits. Et ce cadre n'existe pas chez les Groenlandais? Mais si, mais ça a été détruit. Ça a été détruit. Et de toute façon, l'alcool est venu de l'Europe. Hans Segede et d'autres pasteurs ont introduit l'alcool, comme ils ont introduit les noms, comme ils ont introduit. Avant, les Groenlandais s'appelaient Akaluk, Tupernak, Aviaya, Naya, etc. Mais aujourd'hui, ils s'appellent tous Anderson, Christian, Eric, etc. Vous détruisez tout ça, mais vous détruisez une culture. Et même quand j'écoute certaines émissions à la radio en France, et que c'est l'Afrique qui est présentée, et j'entends les noms, je me dis, ils sont quoi, là? Ils sont français, ou ils sont, oui. Mais personne ne voit cela. Et quand on me parle de suicide, oui, des gens qui ont perdu leurs racines, c'est comme ici, quand il y a une inondation, l'inondation fait des dégâts, fait des ravages. Dans nos cultures, c'est pareil. Il n'y a plus ces résistances que nos ancêtres avaient plantées, avaient installées, avaient organisées chez nous. Nous sommes pris par le temps, donc je vais en arriver à ma dernière question. Après avoir inspiré tant de personnes, même des personnes d'origine africaine que j'ai pu rencontrer à Nuuk, la capitale du Groenland, vous avez décidé, je crois il y a peu, de boucler la boucle en quelque sorte. Vous quittez la banlieue parisienne et Nanterre, où vous êtes installé depuis longtemps, pour vous installer au Groenland à nouveau et pour écrire? Mais il n'y a rien de nouveau. J'ai quitté le Togo à 16 ans pour aller vivre au Groenland et je n'ai jamais changé de projet, je n'ai jamais changé d'avis, je suis toujours la même personne. Il y a un journaliste allemand qui m'a demandé une fois, il m'a dit le Tété Michel Poumassi d'aujourd'hui de 86 ans, quel conseil aurait-il à donner au Tété Michel de 16 ans? Je dis je n'aurai jamais la prétention de lui donner des conseils. Au contraire, c'est moi qui demande toujours au Tété Michel de 16 ans, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place?
C'est moi qui lui demande des conseils. Et cela rejoint ma culture où l'aîné, parce que le Tété Michel de 16 ans, je peux considérer comme mon aîné. C'est lui qui m'a inspiré. C'est lui qui a créé le Tété Michel pour ainsi que je suis devenu. Donc, chez moi, il y a ce respect de l'aîné. Et je dois ce respect à ce Tété Michel. Vous savez, quand j'ai vécu à Upernavik, chez Robert Matac, il avait 63 ans. Dans mon livre, je disais mon vieil hôte de 63 ans, je l'appelais mon vieil hôte. Aujourd'hui, j'ai 86 ans, c'est-à-dire que je suis plus vieux qu'il ne l'était. Mais je le considère toujours comme mon grand-père. Alors c'est là où nous nous rejoignons. Cette culture groenlandaise et africaine, c'est plus intime qu'on ne pense. Nous jugeons, nous passons, nous survolons, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Nous ne prenons pas le temps de revenir en nous-mêmes. Quand je retourne à Upernavik, le voyage que je prépare sera mon 8e voyage au Groenland. Quand je reviens à Upernavik ou à Uummannaq ou à Ilulissat et que je regarde une montagne que je connais bien, je dis, depuis mon premier voyage, cette montagne n'a pas bougé. Depuis des milliers d'années, cette montagne est toujours à la même place. Et moi, je trottine de gauche à droite sans arrêt. Mais qui est le plus heureux? Mais je ne sais pas, je cherche. Et c'est à Upernavik que vous voulez vous installer? Et sur quel sujet allez-vous écrire? Mais je n'ai pas encore choisi l'endroit où je m'installerai. Ça dépendra de l'endroit où je trouverai un lieu. Mais je dirais tout de suite que entre le sud et le nord, évidemment, comme moi, il me faut un endroit où le blanc a fait le moins de dégâts possible. Le sujet, mais c'est moi. C'est mon pourquoi on m'a appelé Tété et pourquoi on vient m'appeler Michel. Parmi mes 26 frères et sœurs, certains se sont vus imposer des prénoms comme Robert, Norbert, Grégoire, des prénoms que nos propres mères ne pouvaient pas prononcer. Vous imaginez cette arrogance blanche, cette stupidité blanche? Nos mères ne pouvaient pas prononcer nos noms. Enfin, mais quelle folie! On refusait nos noms, Mina, nos noms locaux, à l'école. Mais de quel droit? Ce qui était la même chose pour les Inuits. Absolument, la même chose. L'Église catholique a détruit notre vaudou. Mais on n'a pas le droit de détruire ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est puni par la loi. Bonne chance pour trouver ce lieu pour écrire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce nouveau livre. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était l'écrivain Tété Michel Kpomassi, invité du Festival littéraire de Brno. On vous rappelle que cette année, Radio Prague International fête ses 90 ans. À cette occasion, nous avons préparé une carte QSL spéciale pour la recevoir. Envoyez-nous votre rapport d'écoute du jour anniversaire de notre station, soit le 31 août 2026. N'oubliez pas. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur nos comptes X et Blue Sky, mais aussi sur notre page Facebook et sur notre profil Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.